Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Mon invitée du jour est Cathy Flore Fils-Aimé Étienne. Elle est née, a grandi et vit actuellement au Cap-Haïtien. Impliquée dans différentes actions, elle est aussi la cofondatrice de l'entreprise Bien Nettoyé. Cathy Flore, bienvenue dans cet épisode. Comment vas-tu? Bonjour Juliette, et je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. C'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Cathy Flore, ça va aussi de mon côté et c'est un plaisir partagé. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet, sachant que c'est un épisode sous l'angle d'une balade. Et ma première question pour toi, Cathy, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, s'il te plaît? Dans quel environnement familial et aussi bien géographique as-tu grandi au Cap-Haïtien? Je suis née au Cap-Haïtien et j'y ai grandi. J'ai fait mes études primaires et secondaires également au Cap-Haïtien, mais arrivé à la fin de mes études secondaires en philo, et je me suis dirigée vers Port-au-Prince pour l'université. Où j'y ai passé 4 ans, puis une partie de ma carrière professionnelle, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Port-au-Prince tout de suite après mes études universitaires. Et puis, euh, après 8 ans de carrière professionnelle à Port-au-Prince, je suis retournée dans ma ville natale au Cap-Haïtien, où j'ai, on va dire, fondé ma famille ainsi que mon entreprise Bien Nettoyé. Donc, pour répondre directement à ta question, je crois que c'était, et si je peux parler de mon enfance, Mhm. et oui. Donc, j'ai eu une enfance, on va dire, plutôt normale, plutôt régulière au Cap-Haïtien, plutôt heureuse aussi. Et le Cap-Haïtien, c'est une petite ville. C'est la deuxième ville du pays, mais c'est une petite ville. Et la plupart des gens, on se connaît un petit peu, fait, à peu près, tout le monde se connaît entre eux. Donc, on est aussi, j'ai grandi aussi dans un environnement où, euh, comme la tradition haïtienne le veut, et enfin, tous les adultes se comportent en parents de tous les enfants. C'est-à-dire que et ma voisine, la voisine de ma mère sur mon quartier, et si elle voit que je fais quelque chose que les adultes considèrent comme comme une sortie, je dirais, de ce qui est normal, de ce que les enfants doivent faire. Et cet adulte-là se donne le devoir, se donne la mission de pouvoir corriger cet enfant. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là où, justement, j'ai eu cet encadrement non seulement au niveau de ma famille elle-même, mais aussi des voisins et voisines. J'ai grandi aussi dans une famille monoparentale, malheureusement. J'ai grandi uniquement avec ma mère et mes parents étant séparés. Ils n'étaient pas mariés, mais ils se sont séparés très tôt. Quand j'ai eu 1 an, ils se sont séparés. Donc, je n'ai pas grandi avec mon père. Mais ma mère, justement, a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai pu
Et regarde, j'ai pu, on va dire, prendre exemple sur elle. C'est une femme forte et très, je dirais, laborieuse. Et j'ai pu prendre exemple sur elle en grandissant. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de fréquenter l'une des meilleures écoles classiques de la ville. J'étais chez les sœurs, j'ai fait le primaire ainsi que le secondaire. Et là-bas, et j'ai eu la chance aussi d'être une sportive, euh, et je dirais aguerrie, parce que j'ai eu la chance de pratiquer plusieurs sports. Et quand j'étais jeune, j'ai joué au football, j'ai joué au basketball, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, en fait, j'ai été vraiment et très comblée en ce sens-là. Donc, je n'ai pas eu le temps, à côté de mes études classiques, parce que j'étais aussi une enfant très appliquée, je n'avais pas le temps vraiment et pour être ennuyée. OK? Donc, D'accord. quand je n'étais pas à l'école, que je ne faisais pas que je ne faisais pas mes devoirs ou je n'étudiais pas mes leçons, je faisais du sport. Donc, ouais, D'accord. je pense que c'est ça. Super intéressant. Et quels étaient tes jeux favoris à cette période? Tu me parlais de tes activités sportives, mais avais-tu des jeux favoris propres à la culture haïtienne que tu aimais jouer, que ce soit avec ton entourage ou avec tes amis? Bon, vu mes activités sportives, justement, je n'avais pas beaucoup de temps pour jouer en tant que tel, mais quand j'avais un peu de temps, et je dirais que enfin, j'aimais bien les jeux traditionnels, bon, qui malheureusement sont aujourd'hui très peu pratiqués par les enfants, parce que les enfants sont plutôt scotchés à leur tablette électronique, et à leur ordinateur, à leur télévision. Donc, à Mhm. l'époque, enfin, la technologie n'était pas aussi répandue, les ordinateurs, etc. Donc, on avait le temps, effectivement, de jouer dehors, de voir des amis, etc., etc. Donc, comme moi, je m'adonnais surtout à mes activités sportives, quand j'avais un peu de temps, je jouais avec mes amis du quartier, les jeux traditionnels. Je jouais beaucoup aux osselets, par exemple, qui est enfin, un jeu traditionnel haïtien. Et je ne sais pas si tu connais les osselets, Oui, je vois un peu c'est quoi. non? Oui, tu lances par exemple une pierre en haut et tu essaies de rattraper le reste en bas une Ouais. fois, Donc, deux les fois. osselets, je jouais, ouais, ouais. Donc, les osselets, je jouais aux cartes aussi. Et puis, on faisait des jeux, toujours dans le traditionnel, où on se faisait des blagues un peu pourries, si je peux dire ça comme ça. Et, et je sautais à la corde aussi, et surtout durant l'été. Et puis aussi, il y avait une tradition, je ne sais pas si aujourd'hui ça tient encore, mais par exemple, quand c'était les vacances d'été, euh, je savais aller enfin, ce qu'on appelle le pays en dehors, La, en la, Haïti. la campagne? Et c'est vraiment dans certaines, oui, exactement, dans certaines zones rurales Ok. et où on se plaisait à aller se baigner dans la rivière, etc. Donc, on faisait ça beaucoup. Donc, moi, j'avais des parents qui habitaient du côté de Grande-Rivière du Nord et donc, j'avais des parents qui habitaient du côté de Grande-Rivière du Nord et du côté de... Donc, et c'était un plaisir pour que quand les vacances d'été arrivent et, euh, et mes sœurs et mes frères, on se faisait la malle et puis on allait là-bas pour aller se baigner dans la rivière, manger et des écrevisses et boucaner et qu'on préparait nous-mêmes, qu'on pêchait nous-mêmes et dans la rivière et qu'on préparait nous-mêmes. Donc,
C'était vraiment intéressant. Waouh! Et lorsque tu as, bon, tu commencé à grandir, tu as fait ta vie, mais comment tu te projetais quand tu étais, par exemple, adolescente? Comment, tu voyais les choses? Est-ce que tu te voyais plus tard, aller vers Port-au-Prince ou pas du tout parce que tu étais très attachée à ta ville? Comment tu voyais les choses, de ton âge d'adolescente, de ton âge d'adolescente? Hum, et bon, j'ai passé, enfin, quand je grandissais dans la ville du Cap, je crois que peut-être à 2 ou 3 reprises, je suis quand même allée à Port-au-Prince parce que j'avais une tante qui habitait à Port-au-Prince. Donc, à, deux, je- à 2 ou 3 reprises, je crois, et on m'a emmené et la voir et passer un petit peu de temps avec elle. Et je dois dire aussi qu'à l'époque, pour aller à Port-au-Prince, il n'y avait pas enfin, la route qui existe maintenant n'existait pas encore. D'accord. C'était vraiment une route en très mauvais état, en terre battue. Et donc, c'était tout un voyage. Quand on devait aller à Port-au-Prince, il n'y avait pas encore l'aéroport où on peut aller à Port-au-Prince maintenant. À 30 minutes, on arrive à Port-au-Prince. Donc, il fallait forcément passer par la route et une route en très mauvais état. Et donc, c'était pratiquement 6 à 7 heures de route du Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Donc, déjà, en termes d'accès, c'était pas évident de se dire, OK, là, on va à Port-au-Prince. Et ça, c'est une chose. Et maintenant, comment je me voyais, je pense que j'avais toujours mes rêves étant jeune. Enfin, bien sûr, comment je pourrais dire ça? Comme je grandissais dans une petite ville, donc j'avais quand même une vision un peu restreinte quelque part des choses. Il a fallu que j'aille à Port-au-Prince pour pouvoir un petit peu élargir mes horizons et voir certaines choses, mais j'avais quand même mes rêves et ce que je voulais faire. Je savais par exemple que je ne ferais jamais médecin, malgré que enfin, c'était le rêve de mes parents et un peu le rêve de tous les parents haïtiens d'ailleurs. Tous les parents haïtiens, la plupart des parents haïtiens, peut-être que ça change un petit peu avec le temps, mais la plupart des parents haïtiens veulent que leurs enfants soient médecins. Donc, mes parents, enfin, ma mère surtout, comme je ne grandissais pas avec mon père, ma mère ne fait pas exception. Donc, bien sûr, elle voulait aussi que je sois médecin. Surtout qu'il y a ce cliché il y a une certaine façon qu'on voit les médecins, tu vois, quand tu es appliqué, par exemple, à l'école et tu, quand tu réussis bien à l'école, par exemple, Mhm. et c'est comme si on te dit, bon, ta route est toute tracée et tu peux faire médecin. Si tu es un piètre élève, bien sûr, on va dire, bon, OK, on va essayer de réfléchir à quoi tu peux aller, mais si tu as une belle performance à l'école, si tu réussis bien à l'école, eh bien, c'est bien défini pour toi, tu dois faire médecin. Tu dois faire médecin et parce qu'en plus aussi, tu présentes bien, tu es une jolie fille, tu vois, les médecins sont toujours de jolies filles ou bien de jolis garçons, donc c'est tout tracé pour toi. Donc, je savais, par exemple, que je ne ferais jamais médecin. Ça, c'est une chose que j'ai toujours su. Um, Même si je ne savais pas encore ce que j'allais être, mais j'ai toujours su que je ne voulais pas faire médecin. Um, et ensuite, justement, j'ai découvert le CTPEA où j'ai fait mes études universitaires. Et je dirais un peu par hasard, j'ai eu 2 amis au Cap-Haïtien. C'était de jeunes hommes qui faisaient partie de ma clique d'amis, si on peut dire ça comme ça, qui réfléchissaient un petit peu en dehors de la boîte, un peu comme moi, etc., pas médecin, etc. Et comme ils étaient un peu plus âgés, ils étaient une promotion avant moi.
Et donc, ils avaient dû, un peu plus tôt que moi, décider de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Donc, eux, ils sont allés à Port-au-Prince et ils ont découvert le CTPE à Port-au-Prince et ils sont revenus et ils me disaient à moi et ma copine et Angie à l'époque, pas Angie Bell, non, c'est une autre Angie qui maintenant vit au Canada. Ils disaient que, hey, les filles, vous savez, il y a une école super intéressante, super compétitive qui se trouve à Port-au-Prince. Ils ne font que 4 ans, c'est que l'étude ne dure que 4 ans. Et c'est on considère que c'est une école d'élite parce que non seulement ils n'acceptent que 50 étudiants par année, et D'accord. tous ces 50 étudiants, une fois sortis de l'université, euh, ils trouvent tous du travail. C'était ça je dirais leur argument. Ils étaient tout excités et en nous expliquant ça que, mesdames, et c'est là que nous allons aller, etc., etc., et que, et, euh, et que nous pensons que c'est une bonne option. Um, D'accord. mais comme c'était une école qui était très peu connue, etc., et on a pensé à l'option faculté des sciences également, qui était pour moi l'autre option à considérer en dehors de la faculté de médecine, parce que bon, si tu ne veux pas être médecin, au moins tu peux être ingénieur. Ok. Donc c'était ça. Donc, euh, médecine ou être ingénieur. Tu es médecin ou tu es ingénieur. Donc, c'était une prime de consolation, si tu veux. C'est-à-dire que si ma fille n'est pas médecin, au moins, elle peut être ingénieure. Mais même là encore, c'est pas très intéressant parce que tu sais, les femmes ingénieures, c'est pas très courant. Donc, bon, OK, d'accord. Et comme on sait que c'est une bonne école, c'est pas grave. Mais les femmes ingénieures, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, tu vois, donc c'était ça aussi. Il fallait faire face aussi à cette façon de voir des parents. Mais bon, j'étais toute décidée. Je me disais que j'allais faire la faculté des sciences ou le CTPEA. Le CTPEA, c'était juste, je ne connaissais pas le CTPEA, c'était juste j'avais juste eu une belle description d'une école de la bouche de deux amis, mais en vrai, ça ne me disait pas grand-chose. Donc, mais j'ai considéré l'option à côté de la faculté des sciences à laquelle je pensais fortement. OK? D'accord. Donc ouais, c'est ça. D'accord. Et on rappelle que le CTPEA, c'est le Centre de technique de planification et d'économie appliquée qui se situe à Port-au-Prince. C'est une école qui forme des professionnels en économie et en planification, mais planification du développement et en statistique. Et aujourd'hui, après cette période-là, tu es revenu après 8 ans, comme tu me l'as dit au début, tu es revenu vivre au Cap-Haïtien. En quelques mots, comment tu décrirais ta ville, le Cap-Haïtien? Quels sont les termes que tu utiliserais pour qualifier cette ville? Euh, je dirais que bon, c'est une belle ville avec beaucoup de potentiel. Naturellement, on connaît les challenges, les défis qu'on vit en Haïti. Ça reste un pays en voie de développement et avec beaucoup de problèmes et dont les problèmes les plus récents qu'on connaît, les problèmes d'insécurité, notamment à Port-au-Prince, et le récent assassinat enfin, du président de la République il y a 3 ans de cela, 2 ans de cela, il y a 2 ans de cela. Euh, donc, tenant compte de ce contexte, quand même, la ville du Cap-Haïtien reste quand même une belle ville avec un très haut potentiel, surtout un potentiel touristique, euh, et avec un potentiel touristique énorme. Um, et
c'est une ville aussi qui a, je dirais, ce, cet attrait particulier que je ne saurais expliquer, ou bien que je ne saurais, sur lequel je ne saurais mettre des mots, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si quand tu te retrouves au Cap-Haïtien, moi personnellement, et je me dis toujours que c'est pour ne pas dire jamais, parce qu'on ne dit jamais dans on ne dit jamais, jamais dans la vie, mais pour moi, c'est peut-être le seul endroit où je me sens à l'aise pour vivre. Maintenant, situation, bien la vie, et peut m'emmener autre part. Et je ne vais pas dire jamais, mais jusqu'à présent, je ne vois pas d'autre endroit où je dirais que je peux vivre. Donc, c'est, ça a toujours été ma ville préférée et j'ai voyagé un peu partout. Et donc, je suis quand même, je pense que j'ai quand même les éléments, je suis bien placée pour le dire. Parce que si je n'avais pas fait d'autres expériences, que je n'avais pas visité d'autres villes, d'autres pays, j'aurais dit que ma vision est un peu, et ma perspective est un peu limitée, donc je ne peux pas comparer, mais j'ai voyagé un peu partout. J'ai été dans plusieurs villes, j'étais aux États-Unis, dans plusieurs villes aux États-Unis, euh, Miami, New York, Boston, j'ai fait enfin, plusieurs villes en Floride. J'ai été bon, j'ai été en République dominicaine déjà plusieurs fois. J'ai été à Paris et j'ai été au Maroc. Euh, et um, j'ai été, où ça encore? J'ai été à Istanbul. Um, j'ai fait un saut à la Martinique aussi, même si je ne suis pas restée trop longtemps parce que c'était au moment où je devais aller à Paris. Donc, on a fait comment je voulais dire ça? Il y avait un vol, j'avais un vol et une connexion, j'avais une connexion, donc j'ai passé une journée là-bas. Et donc, j'ai voyagé un peu partout. J'ai voyagé un peu partout. Donc, je pense que j'ai quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir comparer cette ville dans laquelle je suis en train de vivre actuellement. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même cet attrait sur lequel, comme je te dis, je n'arrive pas à mettre deux Les mots, mots. mais je pense que c'est quand même, mais je pense que c'est pas, je ne suis pas la seule parce que avec l'expérience que j'ai avec beaucoup de personnes, surtout en ce moment qui viennent dans la ville, parce qu'il y a beaucoup de trafic maintenant dans la ville avec tout ce qui se passe à Port-au-Prince et notamment, et il y a cet effet-là que la ville a un effet sur les gens, un effet indescriptible sur les gens. Donc, dès qu'on vient ici, il y a comme un aimant qui t'attire, qui te dit de rester, etc. Je ne peux plus compter les amis ou les connaissances qui maintenant pensent à déménager au Cap-Haïtien. Ou bien qui l'ont déjà fait, certains l'ont déjà fait et d'autres pensent à le faire. Donc, c'est pour t'expliquer un petit peu ce truc-là que la ville a sur les gens. Waouh! Et dans une perspective plus globale, qu'est-ce qui fait selon toi le charme de la région du Nord, justement? Et il y a un truc pour lequel aussi la ville est reconnue. Et c'est qu'on dit que les gens du Nord sont très accueillants. Les gens du Nord sont très chaleureux. Et donc, ça fait le charme de la ville aussi. Et puis, il y a bien sûr son histoire. L'histoire de la ville du Cap, elle est unique. C'est-à-dire, l'histoire d'Haïti est unique. Mais en plus de ça, l'histoire du Cap haïtien, en particulier l'histoire du Cap haïtien, est unique aussi. Et on a par exemple, tu dois savoir que la ville du Cap est la toute première ville fondée en Haïti, la toute première ville qui a été fondée et depuis sur la colonie, depuis quand on était là, une colonie française, c'est la toute première ville qui a été fondée. Ça a été la capitale de Saint-Domingue. Et, et c'est aussi
la ville aussi abrite bien sûr la cathédrale la plus ancienne, c'est la cathédrale Notre-Dame et du Cap-Haïtien. C'est la cathédrale la plus ancienne d'Haïti. Et aussi, bon, le département du Nord aussi, le Nord abrite, on ne peut pas s'en passer, la citadelle Henri-Christophe et le palais sans souci, et de nombreux forts, le fort Magny, le fort Picolet et le fort Saint-Joseph. Donc, on ne compte plus les forts, et quand on parle de forts, on ne parle pas de petites, de petites Petit. chambres et de petites, on parle vraiment de forts. Tu vois, donc, il y a une fortification qui a été vraiment bien pensée et construite au Cap-Haïtien et dans le Nord, qui fait justement son unicité et qui raconte beaucoup de choses. Et, encore une fois, et j'allais oublier, n'oublie pas que le Cap-Haïtien également a été le théâtre des plus grandes batailles qui ont mené à à l'indépendance Indépendante. d'Haïti. Par exemple, la bataille de Vertières, qui a été vraiment très décisive dans notre indépendance en tant que peuple, et la cérémonie du bois caïman également au Cap-Haïtien. Donc, c'est pour te dire que tout ça fait le charme de la ville du Cap et aussi augmente son potentiel. Waouh, super. Et dans cette continuité, encore une fois, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de plats typiques du Cap-Haïtien et quel est ton préféré? Quel est ton plat préféré, par exemple, et pourquoi, évidemment? OK, le plat typique du Cap-Haïtien, c'est sans hésiter poulet pays au noir. C'est poulet pays au noir. C'est un poulet, je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Non, pas du C'est un tout. poulet, OK. C'est un poulet, on appelle ça le poulet pays, c'est parce que c'est pas, c'est vraiment le poulet d'Haïti. Le poulet d'Haïti est né, grandi, élevé sans hormones, et ça a un aspect aussi, un goût particulier quand on prépare ça. Parce que c'est différent des poulets qu'on fait grandir, soit en République dominicaine ou bien ailleurs, ou bien qui arrivent de manière congelée. Donc, c'est très différent et ça a un goût très différent également. Ça a un aspect différent et un goût particulier. C'est beaucoup plus dur. Le poulet pays est beaucoup plus dur que enfin, le poulet d'ailleurs, on va dire. Et aussi, quand on parle de poulet pays au noix, c'est le noix de cajou. Donc, c'est le noix de cajou qu'on utilise, qu'on fait bouillir et qu'on ajoute à la sauce et du poulet. Et c'est D'accord. super bon. C'est la spécialité de notre ville. Je pense que tous les visiteurs qui arrivent au Cap, c'est la première chose qu'ils demandent. OK, donnez-moi un poulet pays noir. Waouh! Um, et c'est aussi mon préféré, je dirais. J'aime beaucoup le griot aussi, bien que j'essaye de plus en plus de réduire dans la consommation parce que quand même, c'est très, comment je pourrais dire ça, on dit que c'est pas bon pour la santé parce qu'il y a tellement de graisse, c'est quand même du cochon. Donc, donc j'essaye un petit peu de rester un petit peu loin de ça, mais c'est un plat que j'adore aussi, le griot. Et, mais j'aime bien le poulet pays parce que enfin, non seulement pour le goût, etc., mais ça reste aussi un plat santé parce que c'est quand même du poulet et de la sauce et du noix de cajou. Et puis aussi, c'est pas un plat, mais on a aussi la cassave la cassave douce. On est connu aussi pour la cassave douce. Ça a l'air appétissant et ça donne envie en tout cas de goûter tous ces éléments et notamment le poulet pays aux noix que je ne connaissais pas du tout. Et C'est la prochaine fois que enfin, oui, quand tu viendras au Cap-Haïtien, parce que j'espère que tu viendras au Cap-Haïtien et oui. ce sera l'occasion pour toi de goûter à ce fameux plat.
J'ai hâte. Franchement, là, j'ai hâte. Là, j'ai hâte. J'ai même l'eau à la bouche, là. Dans cette continuité, peux-tu nous citer une tradition haïtienne dont tu es particulièrement fière, toi, Cathy Flore? Hum, oui, la tradition haïtienne, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça une tradition en tant que telle, mais je pense que je suis fière du fait que hum, en Haïti, fait, il y a ce concept de famille élargie. Par exemple, quand tu vas dans d'autres pays, et en particulier aux États-Unis, par exemple, ce qu'ils définissent comme famille, c'est le père, la mère et les enfants. Et c'est effectivement la définition, je dirais la définition normale de ce qu'on appelle la famille. Donc, unité, c'est une unité de famille. Tu retrouves le père, la mère et les enfants. Et bon, là, je ne vais pas comment je pourrais dire ça, et Oui. je ne fais pas d'autres digressions parce que tu sais que dans le monde maintenant, avec la communauté LGBTQ+, etc., etc., Oui. etc., ils sont en train de redéfinir ce qu'est une famille. Je ne vais pas aller dans ça, mais on va dire que et, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on a toujours appelé la famille jusqu'ici, c'est le père, la mère et les enfants. Mais en Haïti, c'est différent. Ce qu'on appelle Mm. la famille, c'est vraiment la famille élargie. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle fait partie de ma famille. Mm. Et ma tante, elle fait partie de ma famille. Mon grand-père fait partie de ma famille. La cousine de ma maman fait partie de ma famille. Et quand je dis faire partie de ma famille, c'est vraiment une famille. On n'a pas peur de vivre ensemble, on n'a pas peur de faire les choses ensemble. Et on n'a pas. C'est pour ça que je ne sais pas si on va appeler ça une tradition en tant que telle, mais c'est quand même pour moi une tradition. C'est que quand on dit famille en Haïti, c'est c'est vraiment famille élargie. On ne voit pas que la mère, le père et les enfants. Donc, il y a cette, je dirais, ce vivre ensemble, cette connexion avec les ancêtres, etc., qui est très important pour nous et comme haïtiens. Et je pense que, honnêtement, c'est ce qui nous retient encore comme peuple. Parce qu'on a tellement, on a tellement bavé, en fait, comme peuple Mm. depuis depuis qu'on s'est donné, qu'on s'est arrogé le droit, on va dire, de Mm. se créer comme peuple, on en a bavé. Et, mais, tu vois, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qu'on a vécu, on reste quand même, on reste quand même soudés comme peuple, on reste quand même, il y a cette connexion. Et tu peux voir cette connexion aussi avec la diaspora haïtienne notamment. Tu Mm. vois, les gens, ils peuvent partir 15 ans, 20 ans, aux États-Unis, en Europe, et en Afrique, quel que soit l'endroit où ils vont, ils restent attachés à leur terre natale, Haïti, et à leur famille en Haïti. C'est pour ça que les transferts d'argent sont aussi importants en Mhm. Haïti. Euh, et c'est ce qui tient aussi l'économie haïtienne. C'est ce qui tient aussi l'économie haïtienne. Ce sont les transferts que la diaspora envoie pour leur famille. Et quand ils envoient, tu peux avoir une famille, enfin, une famille comme définie, par exemple, aux États-Unis, le père, la mère, les enfants, qui sont aux États-Unis et qui restent attachés à leur petit cousin qui se trouve en Haïti, à la petite cousine, à leur tante, au grand-père, à la grand-mère qui sont restés en Haïti et ils envoient l'argent tous les mois. Donc, Mm. tu aurais pu te dire, oh, ok, bon, la famille est aux États-Unis, la famille au complet, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants sont aux États-Unis. Donc, pourquoi s'embêter avec les autres qui sont restés en Haïti? Donc, Mhm. les gens ont toujours je dirais, cette volonté et d'envoyer de l'argent pour leur famille en Haïti. Ils se disent que, oh, j'envoie de l'argent à ma famille. Je dis, mais ta famille est là.
Mais non, il y a la cousine, il y a la tante qui est là, il y a le petit cousin, il y a le parrain. Tu vois, en Haïti, on va tellement loin que même le parrain ou la marraine fait partie de la famille aussi. Donc, c'est ça, c'est pour dire que ça, je pense que c'est une chose, je pense que c'est une chose pour laquelle je suis fière, euh, comme, je dirais, comme tradition, en fait. C'est-à-dire que c'est cette connexion qu'on a entre nous, Hmm. cette connexion qu'on a malgré tout. Tu as décidé de t'investir dans ta région en co-créant l'entreprise Bien Nettoyé avec Christopher Pierre Radji-Étienne et l'autrice Angeline Bell. Cette entreprise est spécialisée dans la gestion des déchets au nord du pays. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté chez toi d'entreprendre? OK, la première chose, c'est que, comme je t'expliquais au départ, c'est que j'ai toujours eu mes rêves. Et parmi ces rêves-là, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et donc, je faisais mon petit chemin je faisais mon petit chemin à l'université, enfin, après l'école classique, j'ai été à l'université. Donc, ensuite, j'ai fait quand même une, une expérience professionnelle où j'ai travaillé dans deux institutions. Et j'ai travaillé d'abord pour l'administration publique au niveau du ministère du Plan, du ministère de la Planification de la coopération externe. Euh, et, et ensuite, j'ai fait une expérience au niveau de l'administration privée, en fait, du secteur privé, plus précisément du secteur bancaire, secteur financier, secteur bancaire, et où j'ai travaillé pour la Sogebank. J'ai travaillé pour la Sogebank pendant 6 ans. Donc, c'était des expériences assez enrichissantes et je ne regrette pas de les avoir fait parce que je me suis toujours dit que avant d'être entrepreneur, c'est important de comprendre les gens, enfin, les collaborateurs, les gens avec lesquels on doit travailler. Parce que si tu es entrepreneur, tu auras des employés et très souvent, tu vas devoir te mettre dans la peau des employés. Et moi, j'ai eu la chance, je dirais, j'ai eu l'opportunité de me retrouver dans la peau d'une employée. Et donc, c'est ça, mais j'ai fait des expériences professionnelles au niveau de ces institutions, mais j'ai toujours eu en tête qu'à un certain moment, je vais me mettre à mon compte et je vais monter mon entreprise. euh, euh, et ce sera ça et ma carrière de vie, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, ça n'a pas toujours été, c'était pas toujours décidé au départ que ça allait être bien nettoyé et que j'allais travailler dans la gestion de déchets. Mais je savais que tout ce qui est environnement, tout ce qui est gestion de la salubrité, etc., tout ça, ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé parce que avant de prendre l'initiative de monter l'entreprise bien nettoyée, et comme tu dois le savoir, NJ Bell et moi, nous avions monté l'initiative Poubelle Haïti, qui Mhm. est une initiative à but non lucratif, mais qui travaille dans le secteur de l'environnement, mais plus de la sensibilisation et de la sensibilisation pour tout ce qui a rapport avec l'éco-responsabilité, la gestion responsable des déchets, la protection de l'environnement. Donc, on a toujours été des défenseurs, si je peux dire ça comme ça, des défenseurs de l'environnement. Donc, c'était naturel pour nous et de continuer sur cette voie-là et de monter notre entreprise, quand il a fallu monter l'entreprise, que ça soit une entreprise qui se spécialise dans, dans des services environnementaux. Et c'est comme ça que justement, euh, je me suis dit que en fait, quand j'ai pris la décision de déménager et de revenir dans ma ville natale après mon expérience à la banque, et c'était
fait, tout de suite après Poubelle Haïti, fait, pas tout de suite après parce qu'on continue on continue avec l'initiative Poubelle Haïti parallèlement. Donc, c'était naturel pour nous, comme je t'ai dit, de continuer sur cette voie et de monter l'entreprise Bien Nettoyé. Ok, très intéressant. Et est-ce que tu peux revenir sur les différentes prestations que vous proposez au sein de ton entreprise bien nettoyée? Donc, comme le nom l'indique, Bien Nettoyé, donc l'entreprise propose des services environnementaux, des services liés à la salubrité et principalement, donc la première chose, c'est qu'on offre sous forme d'abonnement un service de collecte de déchets et ménagers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des équipements, des camions qui passent régulièrement chaque semaine et auprès des institutions et auprès des ménages pour collecter leurs déchets. Donc, et, le modèle, c'est un modèle d'abonnement. Donc, les gens prennent un abonnement mensuel où ils paient selon le plan, parce que ce sont des plans qu'on vend, selon le plan qu'ils ont choisi, et un montant correspondant à leur abonnement. Et ensuite, on offre aussi des services de nettoyage à domicile euh, et des services de nettoyage avant et après événement. Par exemple, s'il y a un événement, la ville du Cap, au niveau de la ville du Cap, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans les rues, par exemple, sur le boulevard ou ailleurs. Donc, très souvent, ça demande qu'il y ait une intervention en termes de nettoyage avant l'événement et également après l'événement, parce que quand les gens vont venir, ils vont faire toutes sortes ils vont jeter leurs déchets un peu partout et sur l'espace. Donc, il va falloir nettoyer après. Donc, on offre aussi ce service de nettoyage. Et si par exemple une maison a été abandonnée pendant un certain temps et que les propriétaires ou bien certaines personnes vont aménager dans la maison, donc on offre le service de nettoyage à fond, ce qu'on appelle le nettoyage et aussi le nettoyage un peu léger également, surtout pour les gens qui font du Airbnb, par exemple, et qui ne veulent pas avoir à gérer, par exemple, une ménagère. Et donc, ils sous-traitent ce service-là. Ils nous sous-traitent ce service-là également. Donc, ils savent qu'ils ont affaire avec nous, ils ont contrat avec nous, et nous nous assurons que l'appartement est propre et, et quand ça doit l'être. Maintenant, on offre aussi un service de vente et de location de, de poubelles. Donc, les institutions qui ont besoin de poubelles. Ça, par exemple, ça peut arriver qu'on offre un package, par exemple, si l'institution prend, par exemple, un abonnement avec nous et a besoin de poubelles également pour placer dans son espace. On offre également ça. Et on est également dans la gestion des déchets liquides, ce qu'on appelle la gestion des déchets liquides. Ce sont par exemple, le curage de fosses septiques. On fait le curage de fosses septiques également, la location de toilettes mobiles, la location et nettoyage de toilettes mobiles. Et ouais, donc c'est ça. C'est ça, en gros, qu'on offre comme service au niveau de bien-être. Donc, ce sont des services environnementaux, des services de salubrité. D'accord. Et si on veut avoir plus d'informations et rentrer en contact avec toi, on peut bien évidemment retrouver toutes ces informations sur le site internet qu'on mettra en descriptif de cet épisode de podcast, mais également sur tes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Bien Nettoyé. C'est ça? Exactement, exactement. On est présent sur toutes les plateformes et sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite à aller nous suivre et sur les plateformes pour avoir beaucoup plus d'informations et, euh, et aussi prendre contact avec nous. Et ce que vous allez trouver également sur nos plateformes, Mhm. euh, c'est que et récemment, enfin, j'essaie de développer, enfin, c'est tout récent, les vidéos ne sont pas encore publiées, mais on a déjà fait des prises enfin, cette semaine. Notre équipe est en train de travailler sur les montages et tout.
mais ce qu'on essaie d'offrir, parce que pour moi, l'éducation, la sensibilisation environnementale, c'est très important. Donc, en dehors de la desserte de service elle-même, la partie sensibilisation et la partie et éducation, c'est très important pour moi et pour nous aussi au niveau de bien nettoyer. Donc, on offre des vidéos, des mini-vidéos sur nos plateformes qui parlent un petit peu, non seulement de nos services, mais pourquoi c'est important. Par exemple, pourquoi c'est important de mettre ces déchets dans des sachets, par exemple. Parce que c'est un problème au niveau de la ville qu'on constate et au niveau de notre expertise aussi, de notre expérience au niveau de bien nettoyer, c'est que les gens n'aiment pas forcément placer leurs déchets dans des sachets que d'ailleurs on donne avec le service. C'est-à-dire, nous, quand quelqu'un a un abonnement avec nous, on fournit les sachets poubelles avec ce plan. Donc, malgré cela, ce ne sont pas tous les gens qui prennent l'habitude, mais qui se donnent qui prennent l'habitude de mettre leurs déchets dans des sachets. Et c'est la meilleure façon de gérer les déchets aussi, parce que c'est difficile de les collecter quand ils ne sont pas dans des sachets. Donc, on fait des épisodes comme ça, vraiment des courtes vidéos d'une minute où j'explique euh, pourquoi c'est important, bien donner des informations comme ça. Et puis aussi, j'avais oublié, on donne aussi un service de fumigation et de dératisation. Ce sont des services avec lesquels les gens ne sont pas forcément familiers, avec lesquels les gens ne D'accord. sont pas familiers. Quand je dis fumigation et dératisation, les gens se demandent, mais c'est quoi ça? Alors que ce sont des services qui répondent justement à des besoins et auxquels ils sont confrontés tous les jours. Par exemple, Mhm. le service de dératisation, c'est un service qui te permet d'éliminer les rats de chez toi. Donc, Mhm. la plupart des gens ont des problèmes de rats, mais ne savent pas qu'il y a un service exécuté par des professionnels qui aide justement à adresser ces problèmes. De même que la fumigation qui est un procédé justement qui permet d'éliminer les insectes et nuisibles dont les blattes, etc. Donc les gens, enfin, la plupart des gens ont des blattes chez eux, mais ils ne sont pas forcément familiers avec Avec le service de fumigation. Donc, c'est un processus d'éducation aussi. Donc, on fait des vidéos. Je fais des vidéos sur nos Mhm. plateformes qui parlent un petit peu de ces sujets-là. D'accord. Et quand tu dis blattes, ce sont ce qu'on appelle les cafards, c'est bien ça? Les cafards, exactement, les Mm. cafards. D'accord, ok, d'accord, super. Ben, on mettra toutes ces informations, les informations vers ton site et les réseaux sociaux en descriptif de cette vidéo. Comment toi, parce que on voit que à travers tes prises de parole, que tu attaches que tu accordes une importance à la nature, par rapport aussi à tes activités. Comment toi tu vois ta ville, par exemple, dans 10 ans? Si tu es toujours au Cap Haïtien, comment tu la vois ou comment tu aimerais voir ta ville? Euh, dans 10 ans, j'aimerais voir une ville qui beaucoup plus propre déjà. Une ville plus propre, c'est d'ailleurs on va dire, l'une des missions que je me donne, en particulier au niveau de bien nettoyer. Um, Parce que bien nettoyer, c'est une entreprise relativement nouvelle. On va avoir que 2 ans sur le marché. D'accord, Et octobre de cette année, oui, le 1er octobre de cette année, et va nous faire 2 ans exactement. Donc, d'accord, on est une entreprise relativement nouvelle, on est une initiative relativement nouvelle, mais on commence déjà à sentir l'impact que nous faisons au niveau de la ville. Par exemple, l'autre jour, quelqu'un m'a dit que, ah, je vois que tu es partout, Catito. À chaque endroit où tu arrives, je vois tes camions, nos camions sont identifiés avec notre logo
Et aussi, ce qu'on fait, c'est que la plupart des clients qu'on a, on place un sticker bien nettoyé sur la maison. C'est comme aussi, je dirais, un label, un label où cette personne se dit, OK, moi, je paie pour un service de collecte de déchets. Je ne jette pas les déchets dans les rues, je paie pour un service de collecte de déchets. Donc, ça nous permet à la fois d'identifier, au-delà de, bon, comme tu dois le savoir, on a un problème également d'adresse en Haïti. Donc, ça nous permet aussi d'identifier beaucoup plus facilement nos clients. Donc, dès qu'on arrive dans une zone, on sait que cette personne est un client parce que sa maison est identifiée avec un sticker bien nettoyé. Et, euh, mais aussi, ça fait aussi partie de l'impact qu'on veut avoir sur les gens. Parce que certaines personnes sont fières que, bon, moi, je suis avec bien nettoyé, ou bien moi, je suis avec, même si c'est pas bien nettoyé en soi qui fait la fierté de la personne, mais le fait que la personne paie pour un service de collecte de déchets, donc, elle se dit que s'il y a des déchets dans les rues, elle n'est pas responsable parce qu'elle a choisi de payer pour son service de collecte de déchets, pour collecter les déchets de chez elle. C'est justement l'une des missions qu'on se donne et que je me donne à travers notamment l'initiative L'entreprise du foyer, c'est de pouvoir contribuer à cette ville beaucoup plus propre que j'espère voir dans les prochaines années, dans les années à venir. Et on continue de travailler sur beaucoup de projets qui puissent, en dehors de la collecte de déchets elle-même, en dehors du service qu'on donne aux ménages, aux institutions, de pouvoir voir comment aider à résoudre le problème, par exemple, des décharges et des décharges publiques. À chaque coin de rue, par exemple, on voit des tas d'immondices, des piles d'immondices, des immondices empilés. Donc, on a aussi une approche une solution pour ça aussi, qu'on est en train d'étudier et sur lequel on est en train de travailler avec plusieurs autres acteurs, dont la mairie du Cap-Haïtien. Et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la société anonyme mixte. C'est une société que la Chambre de commerce et du Nord et plusieurs mairies, la mairie du Cap-Haïtien, la mairie de Limonade, la mairie de Cartier-Morin, ont mis sur pied pour pouvoir justement réfléchir et adresser et voir comment adresser le problème de la gestion des déchets dans ces communes-là. Donc, et je fais partie, alors moi-même personnellement et bien nettoyé, nous faisons partie de ce qu'on appelle la table sectorielle gestion des déchets au niveau du Cap-Haïtien. Donc, je participe et nous participons à autant d'initiatives que possible pour pouvoir voir comment contribuer, comment travailler à justement cette ville plus propre et où les défis environnementaux, sont discutés et sont adressés. Waouh, waouh, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Et, euh, et justement, j'allais rebondir sur une question. Est-ce que il y a aussi la volonté aussi de, peut-être, peut-être pas tout de suite, mais est-ce qu'il y a aussi la volonté d'aller vers d'autres villes d'Haïti ou de rester encore plus focalisé pour le moment sur le Cap haïtien? Pour l'instant, on veut se focaliser sur le Cap-Haïtien et les départements du Nord et du Nord-Est. On ne sait pas encore si on va aller en dehors de ce périmètre pour D'accord. l'instant, mais on met le focus sur ces deux départements pour l'instant, le Nord et le Nord-Est. Um, oui, pour Actu- l'instant, c'est ça. Hmm. Très intéressant, très très intéressant. On va terminer en beauté avec notre question signature, Cathy Flore. Imagine, ferme les yeux, imagine que tu es au Forum international des cultures et que tu as une petite minute pour promouvoir la culture haïtienne. Toi, personnellement, que dirais-tu?
Je suis au Forum international des cultures. Moi, je dirais que la culture haïtienne, elle est riche, elle est belle, elle est extraordinaire. Et elle est, nous avons tellement de choses à offrir en termes de culture. Nous avons notre danse et nos danses traditionnelles, nous avons nos chants traditionnels, nous avons notre histoire et unique. Et nous sommes le premier pays noir indépendant et au monde et peut-être et le seul pays où il y a une révolution d'esclaves qui a réussi jusqu'à date. Euh, nous avons nous avons, je dirais, les vestiges de notre passé. Nous avons nos traditions, nous avons notre vaudou et nous avons vraiment, c'est vraiment très riche nous avons une culture vraiment très riche, nous avons beaucoup à offrir et en ce sens-là. Et, euh, et je pense que tout le monde, quelle que soit sa nationalité, tout le monde, au moins une fois dans sa vie, devrait, devrait visiter Haïti et en particulier, je dirais la diaspora africaine en particulier, la diaspora africaine. Je pense que c'est important. Et tu vois que parfois les gens se tournent en Afrique, ils se disent que voir Paris avant de mourir. Eh bien, moi, je dirais que pour la diaspora Mhm. africaine, c'est important de voir Haïti avant de mourir. Waouh, waouh, waouh. Très belle conclusion. Franchement, ça a été un plaisir de te recevoir avec un parcours très inspirant et un attachement fort pour la ville du Cap-Haïtien. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup, et Juliette. Et ça, l'exercice a été très enrichissant pour moi aussi, très intéressant, très excitant pour moi. Et je ne sais pas si quand la dernière fois je, j'ai parlé de moi, parce que ça m'a permis vraiment de faire un saut et Mm. en arrière et de, parce qu'en parlant, j'ai pu vivre aussi les expériences et j'ai pu retourner, tu m'as permis de retourner dans mon enfance et c'est comme si ça a créé comment je pourrais dire, un sentiment de joie parce que j'ai pu revivre, en parlant, j'ai pu revivre j'ai pu revivre ce que je disais et mon enfance où je jouais au foot, où je jouais au basketball à l'école et où j'ai pu être même MVP. C'est un plaisir, ça a été un plaisir pour moi, comme je disais, et ça m'a vraiment permis de revivre certaines parties de ma vie et auxquelles je n'y avais plus pensé depuis longtemps. Donc, merci Juliette et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ce sera un plaisir pour moi de retourner. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.